Messieurs, dames, bonjour. On va commencer dans un instant. Donc, merci de prendre place si ce n'est pas déjà fait. Donc, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous du CRTCF, le dernier finalement de la saison d'automne. Mine de rien, les fêtes approchent à grands pas. Nous avons le plaisir d'accueillir ce midi Madame Anne Trépanier, que vous connaissez peut-être, probablement, sans doute. Anne est professeure à l'École d'études autochtones et canadiennes de l'Université Carleton et au département de français de l'Université Carleton. Elle est historienne de formation. Elle a fait ses études de doctorat à l'Université Laval, mais elle connaît aussi l'Université d'Ottawa pour y avoir fait un stage post-doctoral, malheureusement pas au CRCCF, au CIRSEM. On ne lui en veut pas, j'en ai fait autant de mon côté à une autre époque. Ses travaux sont nombreux. Elle a publié plusieurs dizaines d'articles, de chapitres de livres, des études donc importantes qui portent sur les identités narratives et sur les refondations symboliques au Canada et au Québec depuis le 19e siècle, essentiellement depuis les rébellions de 1837-38. Elle est l'autrice, elle a commis notamment cet ouvrage important, la rénovation de l'héritage démocratique entre fondation et refondation, paru aux presses de l'Université d'Ottawa en 2009. Plus récemment, et c'est un peu la raison, le prétexte qui nous rassemble autour de cette table, plus récemment, elle a publié cet ouvrage extrêmement intéressant. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous en conseille très fortement la lecture, intitulé « De l'hydre au castor, imaginaire et représentation de la Confédération dans la presse de l'Amérique du Nord britannique ». Une étude de bien des choses, mais notamment donc des caricatures et des images satiriques qui circulent, qui sont publiées dans les journaux de l'Amérique du Nord britannique quelques années pendant la période qui va éventuellement conduire à l'adoption de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. C'est donc ce livre qui, encore une fois, nous réunit. Merci donc, Anne, d'avoir accepté notre invitation. C'est extrêmement gentil. On a très, très hâte de t'entendre. Et donc, sans plus tarder, on va te céder la parole et plaisir de t'écouter avec un complice, Jean-Marc Dalpé, paraît-il, qui se joint... Comment ça, paraît-il? Oui. Paraît-il, je l'ai appris, mais avec beaucoup de bonheur. Il va donc contribuer à la discussion et à la présentation. Donc, merci, Anne. Bonjour à tous. Merci à Michel Bas. Merci au CRCCF de m'accueillir aujourd'hui. Merci d'être ici en ce beau mercredi, milieu de la semaine. Je suis Anne Trépanier, donc je suis professeure à la School of Canadian Studies et au département de français. Je fais la correction parce que ça n'existe pas en français à Carleton. Vous me direz que je suis peut-être bien placée pour discuter de l'avenir politique du Canada, sachant que la vraie question depuis belle lurette, outre celle que vous avez peut-être en tête, c'est comment réconcilier autour d'un projet commun, un projet politique commun, tous les intérêts discordants. Alors que les événements, les personnages historiques sont célébrés, éclaboussés, déboulonnés, au moment où les Canadiens se questionnent sur la pérennité et les usages de la monarchie britannique, par exemple. Ma recherche tente de répondre à cette question d'histoire, sans en connaître d'avance la fortune. Comment imaginait-on, comment appréhendait-on la Confédération? La conférence d'aujourd'hui rassemble des représentations du Canada à naître, tirées de journaux et de feuilles satiriques provenant des 4 provinces de l'Amérique du Nord britannique avant leur entrée dans la Confédération, le 1er juillet 1867. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Canada-Est et le Canada-Ouest. Je leur pose la question suivante. Y avait-il des représentations communes de ce qu'allait être le Canada en 1867? Et la réponse, c'est oui. Plusieurs. Et elles sont toutes négatives.
Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un aperçu des représentations du Canada telles qu'elles se dégagent de l'ambitieuse recherche effectuée dans les 10 dernières années qui a donné naissance à ce livre de l'île au castor. Je salue Sarah Spire, la première assistante de recherche sur ce projet. Merci d'être là. La presse est une des rares sources qui peut offrir un reflet des préoccupations et des réflexions contemporaines au projet de la Confédération. C'est pourquoi je l'ai choisi comme source principale de renseignements pour mon enquête. Pour paraphraser Louise Frappier, les journaux sont de véritables miroirs de papier. Que ce soit des scènes peintes par des éditorialistes sérieux, que ce soit des représentations loufoques dessinées par des caricaturistes ou des phrases mordantes composées par des écrivains satiriques, tout ça, ça se retrouve dans la presse. La Confédération est source de peur et source aussi d'espoir. La Confédération est le résultat de la tension entre le péril de l'assimilation et le rêve d'appartenir à un grand peuple. L'humour, il joue aussi un rôle. Celui qui rit fait partie du groupe. Donc, c'est un bon outil pour savoir qui en est. Est-ce qu'on trouve ça drôle ou pas? OK. Dans l'Amérique du Nord, nous sommes 5 peuples différents, habitant 5 provinces différentes. C'est pour moi à dire Georges-Étienne Cartier au Parlement du Canada uni en 1865. Cet argument fondateur a été retenu par de nombreux manuels d'histoire du Canada. Désirons-nous demeurer séparés? Désirons-nous conserver une existence simplement provinciale alors que, unis ensemble, nous pourrions devenir une grande nation? Alors, sur la carte imaginaire d'un Canada projeté, la place des Canadiens français, anciens patriotes, libéraux, conservateurs ou réformistes, des Irlandais, des Écossais, des Anglais, des Premières Nations, des catholiques, des protestants, des loyalistes, des Américains, la place de tout le monde est interprétée fort différemment sur le papier imprimé des journaux de la société civile. Et ça dépend où ces journaux sont imprimés et diffusés. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les représentations. Ces représentations sont truffées de mythologie antique, de références à l'Empire romain, le premier fédéralisme. Ces allusions encouragent ou dénoncent l'avènement de la Confédération, souvent perçu au Canada-Est comme un second acte d'union, venant se superposer à celle antérieure, l'union forcée de 1840 par Lord Durham. Donc, ça vient renforcer l'idée de minorisation imposée. Alors aujourd'hui, puisqu'il y en a tellement de représentations, je vais me concentrer sur deux, peut-être les plus amusantes, celle du mariage forcé et celle des monstres. Donc, ces éléments choisis sont des personnages, des fables, des allégories qui se répètent, mais qui n'expriment pas nécessairement la même chose. Bon, je m'explique. Les scènes de ménage et les monstres, dont l'hydre et la pieuvre, font partie des représentations les plus courantes. Il s'agit de faire voir il s'agit pour le caricaturiste ou l'éditorialiste de faire voir comment il est impossible de diriger un pays qui serait composé par tant d'intérêts divergents. Donc, le mariage forcé et l'hydre, le monstre à 7 têtes, de même que la pieuvre, sont répondants, sont les images les plus fortes. Bien que les représentations soient communes, on les trouve au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, on le retrouve au Canada-Est, au Canada-Ouest, le sens qui est donné aux images diverge selon les intérêts des régions. Le sentiment de justice ou d'injustice par rapport au projet de confédération et aussi selon le milieu intellectuel, physique, économique, culturel, d'où proviennent les journaux. Donc, les métaphores changent parfois de sens.
Pour mon public d'historien, je vais présenter mes sources. Oups, pardon. En vrac, hop là. OK. En vrac, on a des journaux satiriques qui portent le nom de petits insectes mordants ou piquants. Donc, on a la guêpe, le scorpion, on a aussi le diable bleu, on a le charivari canadien, on a la scie, que vous connaissez, qui deviendra la scie illustrée. En même temps, c'est la raison d'être de la lime qui vient limer les dents de la scie. Sont aussi de la partie la mascarade, le grognard, le perroquet, dont la devise est « hâtons-nous de rire, de peur d'être obligé de pleurer ». La sangsue, qui répond à la guêpe, elle pourra sans doute piquer plus adroitement, elle se faufilera partout, elle saura se rendre invisible lorsque ce sera nécessaire, elle saura s'introduire dans les petits comités où se trame souvent l'injustice. Ça, c'est la présentation de la sangsue. Bon, en effet, sont conviés aussi des journaux qui anticipent la Confédération, comme le Satirist de Magic Lantern, qui souhaite éclairer ses lecteurs, le Grinceur de dents, Grin Chuckle, l'Affreux Corbeau du Grip, le Messager ailé du Sprite, le Tonneau de Diogène, et j'en passe. Donc, pour mieux comprendre les farces et les piques dont ils font leur marque de commerce et leur rivalité, j'ai rassemblé aussi des articles de journaux sérieux, dont vous voyez peut-être ici la liste. Allez-y. Donc, je ne prends pas la peine de définir vraiment ces articles comme des éditoriaux, car, je rappelle à cette assemblée déjà très savante que l'objectivité n'avait pas sa place dans les journaux du 19e siècle. Il s'agit surtout pour moi de voir quel groupe s'identifie à quel symbole et dans quelle mesure, à quelle portion de territoire, à quelle langue, à quelle religion ou à quel arrangement ou accommodement de deux ou de plusieurs de ces choses. La question de l'origine et de la limite de l'appartenance à une des composantes constitue le cœur de la définition de l'identité de chacun. Peut-on devenir Canadien sans perdre son identité? Qui seront les premiers Canadiens de la Confédération? Qui seront obligés de signer le pacte? Qui en seront exclus? Donc, on ne saurait trop insister sur l'importance des journaux dans le développement de l'opinion publique, de l'alphabétisation politique aussi des futurs Canadiens. Rappelons que la presse d'alors est très diversifiée, contrairement à celle concentrée de nos médias actuels. La grande quantité de journaux circulant déjà dans les provinces de l'Amérique du Nord britannique autour de 1840 fait en sorte que ces lecteurs ne sont pas hermétiques à ce qui se passe dans le monde, en dépit de leur relatif isolement. Donc, on aura aussi des références ou des clins d'œil à d'autres événements politiques ou économiques d'ailleurs. La presse d'opinion rend compte d'un imaginaire qui tisse sa toile entre des idées polarisées, le conservatisme, le libéralisme. Selon l'orientation des projets, la vertu, la démocratie, le bien commun, la nation, tout ça se conjugue pour prendre différentes formes. Une union législative, une union économique, une fédération ou carrément l'annexion aux États-Unis. Les phénomènes politiques américains et européens influencent aussi l'étendue et l'élasticité de cet imaginaire. La caricature politique naît en même temps qu'émerge une conscience nationale, au moment où les colonies obtiennent le gouvernement responsable. Importées au Canada dans les ateliers de gravure et de lithographie, les caricatures circulent grâce aux directeurs de journaux et aux imprimeurs qui les commandent. Alors, on va avoir, par exemple, des artistes qui vont publier des caricatures qui vont se retrouver dans différents journaux, ne sont pas nécessairement attachés à un seul journal. Visuel, mais aussi textuel. La satire reprend la structure d'une figure de la rhétorique classique, la partie pour le tout ou le tout pour la partie.
Donc, les métaphores circulent ainsi du texte à l'image et de l'image au texte. Si quelqu'un parle d'un miasme ou d'un virus dans un éditorial, comme par hasard, on va le retrouver sous forme imagée dans une caricature la semaine suivante. Les images satiriques s'accordent pour décrire la Confédération comme une chose abstraite et lointaine, une forme politique chimérique aux promesses alors incertaines, voire malheureuses. On la voit se profiler, cette Confédération, dans le soleil levant ou dans les nimbes du couchant. Donc, il y a une farce énigmatique de la scie illustrée qui va revenir souvent. La Confédération est dans le plus grand désastre. Okay? La Confédération est dans le plus grand désastre. Pour montrer son avènement, sa lointaine approche ou son échafaudage, le mot confédération est souvent inscrit sur des montagnes, sur la rive d'un fleuve, à l'horizon, sur une tour en construction. Mais j'ai conclu qu'entre 1844 et 1867, cette image du plus grand désastre, c'est vraiment un running gag. C'est une blague filée, on va la voir partout. La satire fonctionne aussi en insistant sur l'implicite et disqualifie la Confédération en suggérant un vice de conception. Pour ainsi dire, d'abord en référence à Britannicus et à sa mère Messaline, prostituée notoire. Puis ici, en termes plus concrets, est-ce que vous pouvez m'aider? En effet, quel enfant pourrait avoir 4 géniteurs potentiels si ce n'était un fils de prostituée? Hein? Alors, c'est bien connu, la Confédération a plusieurs pères, les pères de la Confédération. Alors, on va jouer sur ces 2 tableaux-là. Une fédération qui relierait les provinces existantes d'est en ouest permettrait de régler plusieurs problèmes, dont celui de l'exode économique aux États-Unis, et de l'impossibilité d'assurer une majorité ethnique, une majorité religieuse ou linguistique, favorisant, par exemple, les anciens Canadiens à la Chambre d'Assemblée du Canada uni. Mais le projet de confédération, c'est aussi une nouvelle façon d'envisager la patrie, selon laquelle un gouvernement central permettrait de veiller au bon développement général du pays, par lequel les gouvernements provinciaux pourraient pourvoir, par exemple, aux nécessités locales. Mais les débats entourant la Confédération se font derrière les portes closes. On a une conférence à Charlottetown, une conférence à Québec, et puis il y a un silence sur le contenu de ces échanges entre les délégués. Et ce silence est décrié par les éditorialistes et les caricaturistes de tous les journaux des régions impliquées par ces conférences. Donc, malgré, et même, je dirais, grâce à ce silence, l'imagination des journalistes complète en négatif les portions glanées ici et là, et on voit grandir l'idée de monstre. Qu'est-ce qui se cache derrière ces portes closes? Je reviens pour présenter les 2 grands thèmes. Donc, la Confédération est souvent prise pour un tout ou représentée par ses parties. Un tout tel une famille ou un couple ou les membres de cette famille. Un monstre comme l'hydre ou chacune de ses têtes. Donc, l'unité et la rupture est le thème qui traverse toutes les représentations. L'idée de rebut, ou l'idée de charade, correspond tout à fait à cet imaginaire. Chacun des morceaux a un sens, mais le sens global est différent. Un peu comme les provinces et puis le Canada. Donc, voulez-vous jouer? Je vais vous donner le premier. C'est un quai. Québec, c'est bien. Québec sera. Là, bon, là, en majuscule, la capitale. 2 là. 2 là. 2 là. Le con fait
Era. Wow, OK. Bon. Sion. Bon, Québec sera la capitale de la Confédération. Si vous voulez jouer, j'en ai d'autres pour la faire. Bon. Donc, comme on l'a vu, les conférences de Charlottetown et de Québec ont laissé les journalistes sur le parvis. Les faiseurs d'opinion sont prompts à décrire les délibérations locales, secrètes, comme cachant une bête, un monstre. Une idée d'importance nationale, mais publiquement cachée. Donc, le déplacement de la capitale est plus qu'un déplacement géographique. L'abandon d'une ville au profit d'une autre amène des déconvenues financières pour la cité qui s'est fait damer le pion. C'est aussi du capital symbolique et argentier qui s'en va. Donc, on a peur. On ne sait pas où sera la capitale de la Confédération. En 1857, Ottawa a été choisi comme capitale du Canada uni, ce qui ne présage rien de bon aux yeux moqueurs de la scie illustrée de février 1865, qui met en scène la sœur Anne de Perrault, ici en référence, Anne, c'est toujours en référence à l'annexion, les petits jeux de mots, comme on aime bien, là, ici dans l'Outaouais, qui fait le guet au sommet de la tour centrale du Parlement pour écharper à Barbe-Bleue. Son perchoir surplombe la ville d'Ottawa. Vous voyez la rivière qui donne à voir l'autre côté, un charmant petit village. Peut-être que c'est Montréal. Doté d'une église. Apparaît une marionnette tout droit sortie d'une boîte à surprise qui s'appelle siège du gouvernement. Puis la marionnette porte le mot aussi élection sur son bonnet. Bon. Alors, deux montagnes laissent entrevoir la Confédération. Maintenant, vous avez compris la blague. La Confédération dans le plus grand des astres. Donc, la Confédération est un soleil qui se lève ou qui se couche selon la blague qui file depuis un moment. Identifier qui sont les autres, c'est une façon d'établir le nous, évidemment, nécessaire de baliser l'identité du groupe, de pouvoir distinguer qui en est. La définition des autres fait partie prenante de l'équation identitaire. Donc, la personne qui trouve ça drôle fait partie de votre groupe. La personne qui ne trouve pas ça drôle, c'est ça, est dans l'autre équipe. Le journal du Canada, oui, encore une autre, du 9 janvier 1866, montre la persistance de ces différences malgré l'union politique. C'est l'indélogeable rappel de la frontière, la rivière des Outaouais, qui sépare les deux rives. Il y a comme de nouveaux marqueurs identitaires qui s'ajoutent aux anciens. La différence se confirme dans la façon d'habiter ces espaces physiques et dans la nature de l'enracinement à ces terres. Depuis l'Union, la ligne de démarcation entre le Haut et le Bas Canada n'est plus qu'une ligne purement imaginaire. Mais quant aux mœurs, aux coutumes, aux habitudes sociales, on peut dire que les deux provinces sont loin d'être assimilées l'une à l'autre. Considéré à ce point de vue, la comparaison change et la ligne de séparation n'est plus l'ancienne limite. Il y a la population de l'ouest de la péninsule qui, soit en raison de son contact plus fréquent avec les Américains, soit pour toute autre cause, diffère essentiellement du reste du Canada. Elle a ses habitudes et ses manières. La différence entre sa manière de vivre et la nôtre est frappante pour celui qui veut se donner la peine de voyager un peu au milieu de ces diverses populations. Donc, quel est le message? Tout en absorbant du neuf, en repoussant trop d'anciens, les Canadiens devront, pour continuer à se reconnaître entre eux, devront maintenir leur groupe d'appartenance. Comment? Bien, en explicitant des valeurs qui jusqu'alors étaient tenues pour essentielles. Puisqu'elles semblent maintenant appartenir à un passé révolu, leur rappel devient le travail des journalistes satiriques. Une des façons de préparer ça, c'est de parler du divorce. Le divorce d'avec la Grande-Bretagne et le divorce qui existe en Grande-Bretagne. C'est un conflit de valeurs pour les Canadiens.
pour les Canadiens français. Le mariage devient la métaphore par excellence pour représenter les alliances politiques, les refontes du patrimoine, la domination d'un groupe sur l'autre. En effet, au 19e siècle, tant dans les destins personnels que dans ceux des nations, les alliances stratégiques sont encore consacrées par le mariage. Territoire, ressources, richesses rappellent les alliances entre les grandes maisons qui joignent leurs intérêts. Il s'agit de mettre en commun les avoirs de l'un et de l'autre groupe pour que les dettes d'antan soient effacées et la fortune agrandie. Dès 1843 et pendant toute la période pré-confédérale, le thème du mariage forcé se développe car l'union des deux provinces, qui ne semble pas vouée à devenir un mariage d'amour, avait généré cette image. Les journaux satiriques tracent des lignes contours bien appuyés autour du débat sur les causes et conséquences de l'acte d'union de 1840. Aussi, la représentation du mariage forcé est une des figures les plus parlantes pour la décrire. Cette image sera reprise à chaque projet de constitution. Dans son édition du 11 novembre 1843, Le Diable bleu propose la scénette suivante. Je vais demander à mon cher John Bull de m'aider à animer cette atelier. Veux-tu venir devant? Oui, je peux. Donc, l'histoire, c'est que l'Angleterre officie un mariage forcé entre le Bas-Canada, une jeune femme soumise, c'est moi, oui, et la jeune promise est outrée de partager sa fortune avec le Haut-Canada, un avide mendiant aux allures de Gavroche. John Bull exhorte les deux Canada à s'unir. Venez, mes deux sujets les plus chers, venez aujourd'hui vous unir à ma présence par les liens les plus solennels. Désormais, vous partagerez tous les mêmes avantages et jouirez de mon affection au même degré. Il y a longtemps que je médite un tel projet pour votre avantage et ma propre satisfaction. Aujourd'hui, je veux qu'il s'exécute sans tarder plus longtemps. Mon maître, pardonnez-moi, je vous prie, si je me permets aujourd'hui de vous contrarier dans votre intention, car je ne puis m'empêcher de vous marquer l'extrême dégoût que j'ai pour cette union que vous paraissez tant désirer. Oui, sujette chérie, je la désire ardemment et dans son accomplissement, je n'ai en vue que le bonheur de l'un et de l'autre. J'ai beau y penser, je n'y entrevois que du désagrément pour moi-même, le partage de ma fortune et le mécontentement de mes citoyens. Tu vois comme il te chérit et comme il désire être uni à toi, mais regarde-le donc, ne paraît pas si honteux. Ah, mon maître, je l'ai déjà bien assez vu pour la dose de charme qu'il peut donner. N'importe. Regarde-le comme il paraît t'aimer sincèrement. Eh bien, pour vous plaire, Dieu qu'il est laid. Voulez-vous, mon maître, que je conçoive de l'amour pour un objet d'aussi mauvaise mine et si mal vêtu? Mal vêtu, cela n'empêche pas les sentiments. Et d'ailleurs, tu pourras le vêtir. Tu as de l'argent. Ouais, j'ai vous dire de plus qu'il est couvert de dettes. Bon, on peut changer l'image. Une quinzaine de jours plus tard, l'histoire continue. Le Diable bleu reprend la scène et l'histoire se poursuit alors que l'union a été faite. Le mariage confirmé est une épreuve pour le Bas-Canada qui, d'abord, demande l'annulation de l'union, puis qui résiste tant bien que mal à la spoliation jusqu'à ce que violence éclate. Bas-Canada, Haut-Canada. Je veux, dis-je, que l'union soit regardée comme nulle. Comme nul, c'est avec notre malheur que tu vas jouer ainsi. Tu peux te résigner car nous sommes unis et le serons toujours. Non, jamais. J'ai en quelque sorte consenti, mais je reviens là-dessus aujourd'hui pour en décider tout autrement. Mon maître comprendra bien que c'est contre le bon sens de me faire unir avec un bijou aussi laid et aussi dégoûtant que toi. D'ailleurs, il appréciera bien que mes sujets ont été trop civilisés et trop polis pour s'unir aux gens qui sont encore aussi peu avancés dans la civilisation et la connaissance des belles manières et qui sont encore si proches de la... Je vois bien que tu es de mauvaise humeur aujourd'hui et voyons, pour te raccommoder, visitons ces bourses qui paraissent
d'un poids assez avantageux. Ça va bien donner, moi qui ai besoin d'argent dès aujourd'hui. Oui, approche, je t'assure, vu que je vais t'en servir un coup sur la tête, dont tu ne te le relèveras pas aussitôt. Donc, merci. Donc, il veut prendre une bourse malgré sa compagne, mais celle-ci lui en lance une autre par la tête qui fait culbuter Monsieur au Canada. John Bull est averti par le bruit qu'il n'y a pas une parfaite harmonie entre les deux parties de cette réunion. Il court tout de suite à eux et les trouve aux prises. Il les sépare et après leur avoir fait de longues réflexions, mêlées de promesses et de menaces, il se retire, laissant Mademoiselle Bas-Canada résignée à laisser piller ses bourses par son charmant mignon. Voilà. Merci. On peut penser que cette histoire-là est vraiment unique au Bas-Canada, mais non. Même son de cloche du côté de la presse anglophone. Le satiriste de Montréal publie en 1847 une histoire semblable. Je vais traduire rapidement. Tout ce que nous avions imaginé n'était qu'une simple illusion. Le Canada uni est, ou est encore, deux Canadas. Les intérêts de la moitié sont violemment opposés aux intérêts de l'autre moitié. Et on pourrait s'attendre à ce que le vinaigre dans l'eau se mêle avec autant de chances de succès que celle d'une progéniture saine et vigoureuse pourrait naître de ce mariage tant il est répugnant. Tout cela nous a été révélé au cours d'une galère domestique entre l'épouse un peu vieille et narquoise et son jeune mari, chiqueur de tabac. Or, dans l'intérêt de la paix, nous croyons que le mari, bien que n'aimant pas tout à fait se dépouiller de sa propre couverture confortable, consentirait à partager le gouvernement du jupon de sa frau, à condition qu'elle écarte de sa faveur certains rivaux, etc. Donc, on voit que l'idée du mariage forcé est un peu partout, et puis que les personnages changent selon, évidemment, la posture que le groupe prend. La Scie illustrée publie une véritable mise en image de cette opinion. C'est dire la perspective que la Confédération donne aux familles, des chicanes et des scènes de ménage. Une existence vicieuse sous les yeux de la mère patrie. Quelques 20 années plus tard, la vision de Gonzalve d'Outre sur la nationalité universelle s'impose par la modernité qu'il partage avec les libéraux canadiens de son temps. L'harmonie domestique, selon lui, c'est la recette du bonheur familial et national. Le principe fondamental de la nationalité, c'est l'intérêt, bien entendu, qui le lie à tous les habitants d'un même pays. C'est le calcul bien logique démontrant que tous sont intéressés à conserver entre eux l'harmonie domestique et à cultiver les mêmes sentiments de conservation et de prospérité commune. Associée à la monarchie britannique, la figure du divorce agit comme un concentré et ramasse tout ce qui apparaît fourbe et contre la loi divine dans le projet de confédération aux yeux des Canadiens français. Pour demeurer vertueux et ne pas se perdre en l'autre, le Canada, qui devient le Canada-Est, doit résister à ses prétendants, qu'ils soient britanniques ou américains. Le cynique tableau bien fait de la Confédération, publié dans le Perroquet du 18 mars 1865, illustre la crise de responsabilité en regard des valeurs de la nation. Wilfrid Laurier déclara d'ailleurs dans Le Défricheur que la Confédération, je cite, sera le tombeau de la race française et la ruine du Bas-Canada. Fin de la citation. Au centre de l'image, donc, on a un médaillon qui est couvert de l'inscription Amen. Ce médaillon est fracturé. Ainsi soit-il. En camée, on a un angelot, un chien, symbole de pureté pour l'un, de fidélité pour l'autre, qui ressemble à des bibelots ébréchés. La caricature est sous-titrée « Le divorce ». Rappelons-le, la moralité, la foi catholique, dont le mariage est l'une des institutions les plus sacrées, sont pour les Canadiens gardiennes de la culture de la nationalité. La vignette clame la charité, s'il vous plaît. Donc, on a l'allégorie de la charité sur votre gauche.
une scène extérieure qui montre une femme entourée d'enfants qui luttent contre les intempéries. La neige tombe drue. Mais à droite, on a un homme bedonnant qui prend ses aises près de la bow window dans un salon bien meublé et il se félicite. Bonne chose, ma foi, que la Confédération. J'ai profité de l'institution du divorce pour lâcher ma femme et les mioches. Kate, un brandy punch. Hey, hey. Alors, on voit que le mariage de raison, qui n'est pas toujours source de félicité conjugale, est la première et la plus persistante illustration familiale des tractations politiques. Ici, on a une autre caricature qui met en scène un mariage double entre les colonies des Maritimes et celles du Canada central. La vignette se lit comme suit. Signature du contrat de mariage entre les deux frères au Canada et Bas-Canada à Mademoiselle Nouveau-Brunswick et Mademoiselle Nouvelle-Écosse. L'adoption du jeune Île-du-Prince-Édouard. La cérémonie est strictement familiale. Le voisin qui n'a pas été invité n'était pas content. Alors, lisons. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, les fiancés, se marient à deux frères, le Haut et le Bas-Canada. Le Bas-Canada, on l'a vu, il vient de gagner en puissance symbolique. Il est maintenant masculinisé. Il est présenté sous les traits de Baptiste, avec sa tuque, ses mocassins, son habit d'étoffe. Et l'union maritale, elle est parfaite pour mimer l'alliance rationnelle et raisonnable entre les deux frères rivaux, le Haut-Canada et le Bas-Canada. L'île du Prince-Édouard assiste à la scène. Elle est représentée comme un enfant, trop jeune pour rentrer dans le monde des adultes. Et plus qu'une scène de mariage, cette caricature revêt une dimension même filiale parce qu'on a des portraits de famille au mur. On a ceux de la reine Victoria et du prince Albert qui indiquent la grande lignée dans laquelle les époux vont faire entrer leur future progéniture. On a l'Américain Jonathan, qui est l'ancêtre de l'oncle Sam, qui est doublé par les frères du Canada central, qui est gardé à distance par un soldat. On l'aperçoit derrière la porte. C'est le code pour parler du voisin. Quoi de plus à propos pour représenter l'envie d'un voisin? D'ailleurs, il semblerait que les Américains écoutent aux portes parce que The Headquarters de Fredericton s'était en fait indigné la même semaine de la provenance des sources d'informations concernant la Confédération, puis ça venait beaucoup du Sud. Voilà. Donc, après l'Union des Canadas en chemin vers la Confédération, l'image du mariage forcé entre le Bas-Canada et le Haut-Canada devient vraiment un canevas argumentatif pour les opposants à une union plus large qui craignent la tyrannie de la minorité. Ça résonne encore aujourd'hui. Enfin, dans l'annexion, une jeune fille agenouillée est soumise par un barbe bleue au bras sur lequel est tatoué US. Il est sur le point de lui trancher la tête avec un sabre où est gravé le mot annexion. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Hein? Donc, dans cette fable, encore une fois, fable politique inspirée des contes de ma mère Loi, une dame âgée portant des lunettes agitant un mouchoir répond avec résignation à la complainte de la victime. J'aperçois des cavaliers loin, bien loin. Alors, qu'est-ce que cette caricature nous raconte? Encore une fois, il s'agit du Canada sans défense, hein, parce que quand le Canada est sans défense, c'est une femme, vous avez compris, qui est menacée d'être dénaturée, ici décapitée par l'annexion. Pourquoi décapitée? Capes capitale, hein, parce que la capitale ne serait plus Ottawa, mais Washington. Donc, les renforts de la cavalerie sont bien trop loin pour éviter que la peur ne s'installe. La vieille dame représentant la mère patrie, la vieille mère patrie, semble bien insignifiante. Encore une fois, ici, une belle fille hésite à se faire séduire par le vieux Lincoln. Elle est à la croisée des chemins.
Panier de pêche sous le bras, livre ouvert dans les mains, poivre typique et parapluie à la main. Avec de tels attributs, elle personnifie l'Acadie. En traversant aux États-Unis, elle risque la répudiation. Son garant regarde la scène, nerveux, assis devant son chapeau de forme, renversé, son mouchoir brodé. Elle n'est pas loin de tomber dans le piège, recouvert d'une affiche indiquant le mot dangereux. Enfin, la corne d'abondance que lui tend l'Américain est gravée des mots « British Supremacy Concordia Salus ». Donc, une maxime célébrant à la fois la suprématie britannique et la paix, un peu à la manière de la paix d'Auguste dans l'Empire romain. Quel est le prix à payer pour la bonne entente entre les communautés de culture et de foi différentes? Couverte de rose, on sait bien que la rose a des épines, remplie de documents, un parchemin est toutefois en évidence, c'est la nouvelle loi sur le chemin de fer intercolonial dont le siège social est à Moncton. Alors, bien ancrées dans le 19e siècle, ces images vont côte à côte avec les images mentales, celles de la corruption, des maux sociaux, des défaillances morales de tout acabit, allant de la maladie à la pauvreté, et ces idées-là pullulent dans les journaux. Afin de générer un imaginaire de la nouveauté et de la stabilité, une rhétorique à droite tente de concilier ces idées en faveur de la Confédération, essayant même de convaincre l'opinion publique qu'il s'agit d'un progrès matériel, politique qui va assainir les relations. Entre la peur de l'autre, la peur d'être avalé par l'autre, la peur de disparaître complètement, naissent les monstres. Ce n'est pas un hasard parce que les feuilletons d'écrivains français comme Eugène Sue, Honoré de Balzac, Victor Hugo, les écrivains aussi comme Charles Dickens, vont couvrir les journaux de leurs feuilletons, et même les journaux canadiens. Et si les vers tragiques de Racine, par exemple, sont souvent reproduits aussi, et si un journal humoristique de Toronto s'appelle The Grip, comme le corbeau de Barnaby Rudge, du roman éponyme de Charles Dickens, c'est parce que ça crée un univers spectral. C'est le 19e siècle. Yvon Lamonde retient cet extrait pour présenter les âmes rhétoriques des adversaires du libéralisme. Monseigneur Bourget harangue ainsi les fidèles contre Dessaulles, président de l'Institut canadien de Montréal. Je cite. « Nous allons donc prier pour que ce monstre affreux du rationalisme, qui vient de montrer de nouveau sa tête hideuse dans l'Institut et qui cherche à répandre son venin infect, dans une brochure qui répète les blasphèmes qui ont retenti dans cette chair de pestilence, ne puisse nuire à personne. » On imagine bien que ces mots sont rapidement récupérés par les journaux politiques. Première d'une longue série de références à l'hydre, monstre fabuleux aux nombreuses têtes, qui, cette fois, sévirait en territoire canadien, la Confédération, 3 points d'exclamation, prépare à une caricature plus assumée dans son rôle de transfert entre le mot et l'opinion, entre l'image mentale et la représentation visuelle, celle qui reste une fois qu'on a déposé le journal. Est-ce que ça te tente? Oui. Le jeune homme? Ouais. On lit la vignette, en fait. « Jeune homme, que vois-tu? » Je vois une gorgone effroyable à plusieurs têtes, aux bouches flamboyantes comme des volcans, qui s'avancent, menaçantes et terribles. Jeune homme, que vois-tu? Je vois George Brown, l'ennemi acharné de la race et de la nationalité canadienne-française. Celui-là même que l'on élève sur le pavois. Brown, contre lequel nos prêtres catholiques ont lancé les plus brûlantes invectives. Je le vois qui quitte cette gorgone. Jeune homme, que vois-tu? Je vois une brebis agonisante sous ses bouches qui vomissent la mort. Jeune homme, que vois-tu? Je vois, messieurs, quartiers, cochons, ces hommes sortis de la fange et que la fange réclame, ces traîtres
Et ces Iscariotes, je les vois qui donnent l'encens à cette gorgone. Jeune homme, que vois-tu Je enfin? vois notre perte et notre anéantissement. Je vois distinctement notre faiblesse et leur puissance. Je vois notre ruine. Je vois. Ben, les Canadiens français bilingues seraient des traîtres, Ouais. Comment ça? des Judas Iscariotes qui auraient vendu leur âme pour jeter en pâture l'agneau de Jean-Baptiste. En encensant le monstre, non seulement Cochon et Cartier l'honorent et le vénèrent, mais le parfument. Ce faisant, cache son odeur pestilentielle. George Brown, lui, le chevauche et le contrôle. Donc, le 7 septembre 1865, il y a un écho de ça dans The Ottawa Union, qui publie cet éditorial qui décrit lui aussi la nation naissante comme un monstre, mais menaçant cette fois une autre proie, la société établie du Haut-Canada. Je vais le dire en français. On est tenu au silence pendant qu'on assiste à la naissance d'une nation. Voyant sa tête d'hydre, nous craignons une malformation de la créature. Tête reposant sur le Pacifique et tirant ses talons sur l'Atlantique, son bras gauche agrippant le pôle Nord et le bras droit tourné vers Washington, les ligaments de la bête censés tenir ensemble sa carcasse de ce vaisseau fantôme sont-ils assez forts? Son ossature est utopique, son squelette est chimérique. Ce sera ainsi tant que le Haut-Canada appauvri restera la seule source. Que vaut le Haut-Canada aujourd'hui? Donc, un autre monstre s'invite dans l'imaginaire de la Confédération. Cette fois, c'est une créature anthropophage. Le vampire dont il est question dans la Confédération est John Bull. John Bull, c'est la représentation de la Grande-Bretagne, vous l'avez compris. Donc, le vampire dont il est question, c'est une larve qui s'épanouit pour s'achever dans une figure féminine vicieuse, une prostituée royale, entre guillemets. Veux-tu la faire? Veux-tu la faire? Oui, je suis qui, là, moi? La prostituée Je suis royale. la prostituée. Ah, ben. Ouais. Ici. Ah oui. Donc, ben moi, je veux faire ça. OK. Je suis la chrysalide d'où sortira une monarchie anglaise, implantée sur le Nouveau Monde. Larve, à l'heure présente, je deviendrai plus tard une gorgone féconde en iniquité. Je ne suis pas une conception démocratique comme on l'a cru d'abord. Non. L'infamie m'a mise au monde. Je mets en vigueur, John Bull, ce système en honneur dans votre politique. J'absorbe les nationalités et les patries et je sacrifie sur l'autel de l'égoïsme ces choses qu'on dit sacrées. Enfin, je suis une grande prostituée. Donc, il y a une mise en scène qui s'ouvre dans les coulisses. Encore une fois, les images du secret, du labyrinthe suggèrent des difficultés, des mensonges et surtout l'impasse. C'est là où je voulais que c'était. OK. Alors, il y a John Bull qui parle à la Confédération. Et on peut échanger. Alors, moi, je vais faire John Bull. Okay. Je demande à la Confédération, que prétendez-vous faire? Beaucoup de choses. Le servage colonial doit être remplacé dans le Nouveau Monde par une monarchie. Je veux ôter leurs droits à ces peuples, détruire leur liberté et faire de cette partie de l'Amérique le boulevard de votre puissance sur ce continent. Je veux choisir dans les familles des rois du Vieux Monde quelques orgueilleux princes, un Héliogabal quelconque que j'affublerai d'une couronne. Je fonderai des ordres de chevalerie, je signerai des titres de noblesse, et les blasons, les riches armoiries seront les prix de la trahison. J'aurai un Versailles et des courtisans serviles, je sèmerai l'or dans les masses de la jeunesse canadienne, je la relèguerai dans les camps, ces écoles de la corruption. Cette soldatesque sera cause commune avec la valtaille. Je gorgerai de richesses ceux qui auront vendu leur pays et ces piliers de la monarchie nouvelle, des favoris blasonnés, ces nobles gentilshommes deviendront possesseurs des grandes propriétés ainsi qu'il s'est vu à Rome.
dans la décadence et en France, au temps de la féodalité. Pour me résumer, les provinces seront une vaste Asie dont les villes seront autant de Babylone. Tout cela est très bien, mais s'il se trouve quelque âme généreuse qui proteste, quelques cœurs patriotiques qui réagissent, que ferez-vous? Cela m'inquiète peu. Il est probable qu'il y aura du sang versé. La guerre civile n'a pas dit son dernier mot, au Canada surtout. Demandez aux peuples opprimés ce qu'on leur répond en Europe. Demandez à la Pologne, à la Hongrie, à l'Irlande. L'échafaud est là. Allons, je vois que vous comprenez bien les choses, ma fille. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans les journaux, hein? Quand même. Dans le domaine de la redéfinition nationale, le développement, le maintien, la préservation et la promotion des identités nationales, régionales, ethniques, religieuses sont en jeu depuis l'Union. L'image de la pieuvre devient tentaculaire. Toutes les colonies de l'Amérique du Nord britannique l'emploient pour figurer le péril. En témoignent des images telles que la pieuvre, abattrons-nous toutes ses têtes, ou serpente menaçant les tentacules de la banqueroute, des taxes, du veto. Un Canadien hache à la main tente de le libérer, à moins qu'il ne veuille l'abattre comme les autres têtes. Hein? La légende précise: la pieuvre est le monstre marin armé de suçoirs mortels que Victor Hugo a décrit avec tant d'effrayants détails dans Les Travailleurs de la mer. Hein? Donc, on voit que le paratexte entre aussi dans la satire visuelle. C'est aussi ce que laisse entendre la description de la sèche dans les colonnes du Liverpool Transcript néo-écossais au lendemain de la conférence de Québec. Autour de sa tête rayonnent 8 bras et 2 longs tentacules. Ces derniers sont munis de ventouses avec lesquelles l'animal saisit sa proie et ils servent aussi à l'amarrer à n'importe quel objet. Les ventouses s'accrochent si vite aux objets que les membres se séparent du corps avant même de lâcher prise. Les bras sont utilisés pour nager, mais la créature marche également au fond de l'eau, avec la tête vers le bas. L'animal a de grands yeux et un outil de défense redoutable. En effet, il est muni d'un sac d'encre où, lorsqu'il est attaqué, il éjecte un fluide qui noircit l'eau et lui permet de s'échapper dans l'obscurité qu'il a ainsi créée. Donc, c'est comme ça qu'on parle des projets de la Confédération, un nuage qui obscurcit, hein, et qui permet aux tractations de se faire pendant que la population est gardée dans le noir. Le monstre électoral, ici, a 7 têtes, chacune portant une inscription prouvant la corruption dont il fait preuve, dont intrigue et parjure. Là, on est rendu en 1874. Hein? Alors, la Confédération s'est faite. Les nombreuses pattes du monstre griffées, blessent le territoire où elles s'agrippent. Le Manitoba, la Colombie-Britannique, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick. Les cours d'eau, les grands lacs, le fleuve Saint-Laurent, le golfe de l'Atlantique semblent être des ruissellements de la blessure infligée au territoire. Si on revient quelques années avant la Confédération, dans la bouche d'un opposant à la Confédération, les tournures de phrases telles que la Confédération va mettre le Canadien français en présence non plus de 2 anglophones, mais de 7. Hein? Là, maintenant qu'on connaît bien l'imaginaire, on voit qu'on fait référence à l'hydre. Hein? Ce n'est pas un banal clin d'œil aux statistiques démographiques. Hein? Ce genre d'affirmation suggère le monstre de l'hydre ou de la pieuvre. Alors, ces avertissements reprennent et attisent les inquiétudes des Canadiens français qui craignent l'assimilation, qui craignent l'extinction par le grand projet d'union confédérale. Les nombreux articles de journaux qui font peur ou qui obscurcissent la compréhension constituent aussi une sorte de monstre qui vient amplifier l'obscurité sur la grande étendue géographique, une étendue même démesurée,
qu'occuperait la Confédération. Donc, tentaculaire, pétrifiante, la séduction, la prédation rhétorique partagent le désir de fondre les contraires, de créer du neuf à partir du vieux, que ce soit une nation unifiée, une nouvelle nationalité, une race continentale ou encore une supranation. Donc, pour les pères de la Confédération, le dragon ne souffle pas de flamme, il semble plutôt soumis, vaincu par un Saint-Georges, le patron des Anglais. En effet, pour les partisans de la Confédération, sa figure emprunte plutôt les traits d'une créature bienveillante, un chien de garde, symbole de fidélité et de vaillance, une force toute nouvelle, puisant dans les ressources des provinces. Donc, on va voir John Bull qui traîne son petit bulldog, là, son petit chien. Et puis ça va faire rire les Canadiens français qui vont l'appeler Bull-Bull, Bulldog, etc. Bon. Sur toute la période couverte par cette étude, un recentrage de l'imaginaire de l'identité canadienne-française s'opère autour de l'îlot géohistorique du Québec. C'est la référence symbolique et historique qui nourrit l'imaginaire, même si la nation va dépasser les frontières. C'était notre Michel Bock. Donc, il y a l'idée de foyer, de patrie, de château fort pour l'identité canadienne-française qui est imaginée et réinventée par les exilés, évidemment, par les colons, par les anciens Canadiens. Mais au plan des pratiques identitaires, les langues, les mœurs, la religion sont de l'ordre communautaire. Et donc, elles s'exercent en tout lieu, mais autour d'un clocher, par exemple, autour d'une paroisse. Bien ancrées dans le 19e siècle, les images mentales du vice, de la corruption, des maux sociaux, des défaillances morales, génèrent toutes sortes d'images qu'on a vues. Mais dans le domaine de la définition nationale, le développement d'une identité qui serait commune, c'est l'enjeu que vont se partager, disons, les faiseurs d'opinion. Les 4 territoires qui allaient entrer dans la Confédération en 1867 ne communiaient pas encore à cette communauté imaginée que la nation canadienne allait devenir par de nombreux efforts de nation building. Mais en somme, ces idéologies sont portées par une vague intense de questionnements au plan de l'appartenance, soulevée par un courant important de refonte obligée, une refonte obligée par le pouvoir politique, en regard duquel la population est excentrée, qu'elle habite Halifax, Toronto, Saint John's ou Montréal. Cependant, et puis je vais finir là-dessus, le récit imagé de ce qu'elle pourrait être a néanmoins contribué à la constituer. C'est-à-dire que l'idée de mariage demeure la plus persistante illustration de cette identité politique jusqu'à nos jours. Voilà. Alors, j'ai dit beaucoup de choses de façon peut-être un peu éparpillée, mais ça me fait très plaisir d'être ici et de répondre à vos questions. Merci Jean-Marc Dalby d'avoir prêté la voix à la Gorgone et à John Bull. Merci beaucoup, Anne, pour cette conférence passionnante, théâtrale. Merci aussi donc, à Jean-Marc Dalby pour sa collaboration, sa contribution. On a encore quelques minutes si vous avez des questions, soit les gens qui sont dans la salle, ou peut-être les gens qui sont dans le chat en ligne, si vous avez des questions ou des commentaires. Merci. Merci, Anne. C'était vraiment intéressant de voir toutes ces caricatures. C'est que Corinne Scott a aussi travaillé sur les caricatures à un moment donné, la représentation des francophones dans leur presse anglophone. Est-ce qu'il y avait aussi des choses, des représentations positives de la Confédération? Pas dans les journaux satiriques. J'en ai pas eu dans les journaux satiriques, non. Il y en a certainement dans les journaux sérieux. Les journaux appartenant toujours à des gens influents, qui soient eux-mêmes, par exemple, politiciens,
Ça fait en sorte de donner des tribunes. Par exemple, The Globe, ben, c'est George Brown. Donc, il n'y a pas de caricature dans le Globe, mais il y a des propos, disons, rassurants sur le projet de confédération. On fait un commentaire sur autre chose, mais je suis quand même étonné, soufflé par l'absence, pour faire du pouce un peu sur la question de Lucie, sur l'absence de représentation positive ou d'un imaginaire qui pourrait s'inspirer ou s'inscrire dans la tradition du romantisme politique du 19e siècle. Hein. Il n'y a rien de positif dans ce projet qui est présenté davantage en termes impériaux que nationaux. On est dans le siècle des nationalités, par ailleurs. Et c'est comme si le projet canadien était anachronique, allait à l'encontre du mouvement de l'histoire, un projet qui n'a pas été plébiscité, qui a été conçu à huis clos, sans vouloir faire un commentaire politique, mais ça nous oblige à nous interroger sur la légitimité de ce projet. Mais je pense que la réponse est vraiment est avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un projet post-national. Et puis aujourd'hui, le gouvernement du Canada le dit, on est une nation post-nationale. Le Canada est une société post-nationale. Trudeau l'a dit en 2015, je pense, à la veille du 150e anniversaire de la Confédération. Donc, c'est un projet qui ne prend pas la nation en compte, en tout cas la nation du 19e siècle. C'est quand même extraordinaire qu'il s'en y avoir au moins dans les journaux. L'unanimité, hein? C'est une opposition mur à mur, avec un langage et avec des images absolument formidables qui montrent aussi toute la culture que possèdent ces rédacteurs, caricaturistes, dessinateurs également. On a une image qui revient beaucoup, qui est un peu entre le monstre et puis la famille, l'idée de Saturne qui mange ses enfants. Et beaucoup ça. Comment est-ce que cette chose, la Confédération, comment elle va avaler, disons, les groupes, les nations qui sont sur place pour devenir une espèce de supranation. On va aller dans le même sens, Anne, puis dans le sens de Michel. Sur la question, en fait, je trouve que l'absent l'éléphant dans la pièce, grosso modo, c'est effectivement la volonté impériale de créer cette confédération-là qui est énoncée dès 1840. Et puis, tu as mentionné quelques illustrations de John Bull qui est comme le personnage en partie, mais j'ai l'impression que c'est une portion plutôt mineure de l'ensemble de tes illustrations, dans le sens que la discussion sur le couple, sur les monstres, se passe d'une certaine façon au sein de la société canadienne et non pas en mettant en relation cette vision impériale-là. Donc, autrement dit, on crée le Canada, même avec une vision négative, mais dans une discussion, autrement dit, où la notion de départ, autrement dit, le besoin de cette confédération-là, c'est une volonté impériale, au sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la première confédération, c'est en 1850 avec l'Union postale. Est-ce qu'il y a. Puis souvent, on oublie toute cette dimension-là de tout ce travail-là qui est fait dès l'Orwellienne, en fait, pour unir les confédérés, ce qui était dans le rapport de Durham, en fait, d'unir les trois provinces. Maintenant, j'imagine que c'est pas quelque chose qui a passé. Les satiristes n'ont pas réagi à ça. Merci pour ça, parce que ça passait un peu sous mon radar. Peut-être que ça existe, puis je ne l'ai pas vu, mais on a vraiment bien dépouillé avec Sarah. On a vraiment bien dépouillé autour des événements qui semblaient des événements de redéfinition. Donc, on a regardé évidemment pas tous les jours de tous les journaux pendant toutes ces années, mais autour de la conférence de Charlottetown, la conférence de Québec et du 1er juillet. Cependant, lorsqu'on arrive à Charlottetown, en 65, il y a des références à des projets d'union antérieurs. Comme les provinces maritimes tenaient leur conférence
déjà pour parler de leur avenir économique surtout, et puis de leur relation avec les États-Unis. Les Canadiens sont venus, en quelque sorte, s'inviter à cette conférence-là. Et puis, il n'y avait pas de place à Charlottetown pour eux parce que tous les délégués avaient déjà pris toute la place dans les hôtels. Et donc, ils ont dû rester sur leur bateau et puis venir en barge à la conférence à chaque jour. Donc, ça donne lieu à beaucoup de caricatures sur le naufrage et puis les difficultés potentielles. Je fais ce lien parce que les 92 résolutions et les proto-projets de distanciation aussi avec la Grande-Bretagne ont fait aussi naufrage dans les caricatures. Donc, ça, c'est beaucoup représenté d'aller discuter avec la couronne britannique, de prendre le bateau, de prendre les griefs, les cahiers de charges, de les emmener. Donc, ça révèle quand même la relation avec plus grand que soi, puis traverser l'océan, puis restons entre nous, puis est-ce qu'on est sur une île, est-ce qu'on est des naufragés? Donc, cet imaginaire-là existe. Mais merci parce que oui, c'est vrai que l'union postale, non, je ne l'ai pas vu passer. S'il n'y a pas d'autres questions, comme on a un peu débordé sur le temps, je vais remercier encore une fois donc Anne Tripani pour cette intervention tout à fait passionnante. Encore une fois, merci à Jean-Luc Galpé pour sa participation. Procurez-vous le livre si ce n'est déjà fait, c'est une très très belle lecture. Merci à vous tous donc d'être venus. Un petit annonce publicitaire, on va en faire relâche là, pour ce qui reste de l'année. Encore une fois, notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 23 janvier. Il sera assuré par Ariane Brundelrey, qui va donc nous présenter une conférence intitulée « La francophonie canadienne dans la littérature québécoise récente, autopsie de quelques cadavres encore chauds et autres figures de la hantise ». Je l'ai déjà dit, j'adore ce titre, donc on a très hâte de l'entendre. Donc, je vais vous souhaiter, être promis à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et on se revoit au mois de janvier. Merci beaucoup. Et servez-vous encore une fois avant de partir, on a encore de la